Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être sur Télé Africa. Merci de regarder cette émission Ligne de mire, de retour après quelques semaines de vacances dues à cette forte actualité politique en rapport avec l'élection présidentielle organisée au Gabon le 12 avril dernier. Une élection présidentielle qui a donc vu la victoire de Brice Clotaire Oligui Nguema après ses résultats rendus officiels par le ministère de l'Intérieur. Résultats provisoires dont la proclamation officielle par la Cour constitutionnelle a eu lieu ce 24 avril 2025. Élection présidentielle. On connaît donc le vainqueur Brice Clotaire Oligui Nguema avec 94,85% des suffrages. Un véritable raz-de-marée, un plébiscite au regard justement de ce fort pourcentage. Le président de la République élu qui devrait prêter serment le 3 mai prochain dans le stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angongé, dans la commune d'Akonda, au nord de Libreville, attendu plus d'une dizaine de chefs d'État et de gouvernement qui viendront donc rehausser par leur présence cette grande cérémonie. Les attentes, elles sont nombreuses après cette victoire éclatante de Brice Clotaire Oligui Nguema, au regard justement de cette forte inclusion des Gabonais, de l'ensemble des forces vives de la nation qui ont porté la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce numéro de Ligne de mire est consacré au rôle et aux attentes des femmes pour le prochain septennat 2025-2032 pour évoquer justement ces fortes attentes de la jeune féminine gabonaise. J'ai le plaisir de recevoir dans cette émission 3 femmes et pas de moindre puisque je reçois sur le plateau de Ligne de mire Pépessi Ogoligede. Elle est députée de la transition. Elle est aussi coordinatrice de la plateforme Challenge Démocratie au féminin. Madame Ogoligede, bonsoir. Bonsoir Snella. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Ligne de mire. À nouveau, j'ai envie de dire. C'est moi. Merci pour l'invitation. Je reçois aussi sur le plateau de cette émission Madame Stéphanette Andong, actrice politique, vice-présidente de la formation politique Gabon Nouveau. C'est bien ça? C'est ça. Bonsoir Madame Andong. Bonsoir Monsieur Pambo et merci de m'avoir sur le plateau. Merci beaucoup. Et notre troisième invitée est Madame Nadège, Marie-Nadège Edjebadi, épouse Boulingui. Elle est présidente du réseau national des femmes leaders des associations du Gabon, le RENAFLAG. Madame Edjebadi, bonsoir. Bonsoir Monsieur Snella. Merci beaucoup à toutes les trois d'être autour de la table pour que nous mettions le curseur, le marqueur sur vos attentes, les attentes des femmes au sortir de cette élection présidentielle qui a vu la victoire de Brice Clotaire Oligui Nguema, élu président de la République avec 94,85%. On vous a vu évidemment, vous femmes, sur le terrain durant les 2 semaines de campagne électorale, soutenant la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema, mettant en relief les points saillants de son projet de société qui sera décliné bientôt en programme de société. Mais on vous a vu aux côtés de Brice Clotaire Oligui Nguema depuis le début de la transition, donc depuis, on va dire, le 30 août 2023. Alors, Pépessi Ogoligede, épouse Mavikana, dites-nous, en guise d'introduction, cette présence continue des femmes aux côtés de Brice Clotaire Oligui Nguema. Pourquoi dès les premières heures de la prise du pouvoir par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, le CTRI, les femmes se sont tout de suite mobilisées derrière Brice Clotaire Oligui Nguema? Merci pour l'opportunité. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu, vraiment, de ce que cette transition, nous l'ayons commencé dans un climat de paix. Et nous sommes également en train de sortir de la dite transition, vraiment dans un climat également de paix. Les femmes se sont levées tout simplement parce qu'il existe cette résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité et d'autres résolutions connexes qui recommandent non seulement à tous les pays de permettre aux femmes de participer à tous les processus de paix. Et nous savions que cette transition, pour qu'elle soit réussie, il fallait qu'il y ait véritablement le maintien de ce climat de paix. Et c'est à ce titre, le Gabon dispose d'un plan d'action national pour la paix que les femmes avaient élaboré, et le gouvernement bien sûr, en 2020,
Et c'est sur, au-delà de tous les autres dispositifs juridiques, c'est sur la base de cette résolution que nous avons pensé que nous devions jouer vraiment notre partition. Nous avons ici un réseau des femmes médiatrices de paix, nous avions plusieurs plateformes et la particularité, c'est que toutes les femmes, qu'elles soient politiques, issues de la société civile, se sont mises ensemble non seulement pour préserver le climat de paix, mais pour aussi jouer un rôle important, parce que c'était aussi une opportunité. Nous étions en train de redessiner le Gabon nouveau dont nous rêvions, et les femmes avaient un rôle à jouer. Et nous avons été, que ce soit sur le plan national ou international, nous avons fait des plaidoyers pour la levée des sanctions au niveau de la CEAC, parce que nous sommes également des médiatrices de paix de la CEAC. Nous avons porté la transition dans les grands agendas, les grands forats internationaux. Nous avons participé à toutes les consultations, tous les organismes internationaux qui sont arrivés au Gabon pour évaluer la transition ont reçu les femmes leaders de ce pays. Et nous avons participé au dialogue national inclusif, à la constituante, à tout le processus. Mais il faut quand même reconnaître le mérite du président aussi de la transition, qui avait permis qu'il y ait l'inclusion des femmes dès le début. Donc nous avons fait un travail de plaidoyer pour que nous soyons prises en compte et il y a eu une réponse positive et les femmes de tous horizons, pas seulement nous, sur l'ensemble du territoire, nous avons été des mobilisatrices sociales, nous avons veillé à ce que la paix soit respectée, nous avons aussi porté les problèmes des femmes et nous sortons aujourd'hui avec des réformes qui tiennent en compte, qui prennent en compte justement ces besoins spécifiques, notamment l'article 15 de la Constitution qui prévoit l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux. On va y revenir sur cet article 15, aux justement, en termes de responsabilités réforme. politiques et professionnelles. Le défi, ce sera de traduire tout cela en actes concrets. Évidemment, puisque ça fait partie des priorités du président élu, désormais apporter des réponses en urgence face aux problèmes qui se posent avec acuité au sein de la société. Évidemment, Stéphanie Tandon, donc la transition depuis le 30 août 2023 est en train de connaître son épilogue. Depuis le début, les femmes sont autour, avec, derrière, mobilisées derrière Brice Clotaire-Oligui également. Vous êtes actrice politique, aujourd'hui davantage sous la lumière, aux côtés des hommes, en train de porter la voix dans le cadre politique. Gabon Nouveau a également joué sa partition grâce à son leader, Mike Dioktan. Vous, en tant que femme, comment vous avez vécu ces premiers moments-là de cette transition, de votre engagement, l'engagement de votre parti politique, l'engagement des femmes politiques gabonaises? Disons que nous étions déjà dans l'expectative de voir quelle est la direction que le président de la transition allait donner véritablement à cette transition. Et donc, nous avons dans un premier temps été dans l'observation afin de comprendre, essayer d'avoir une idée des perspectives et de comment est-ce qu'il allait poser les jalons. Lorsque les choses étaient beaucoup plus claires, nous avons commencé à avoir des consultations, des rencontres avec le président de la transition pour voir dans quelle mesure nous pouvions contribuer à apporter notre pierre à l'édifice en vue du Gabon nouveau que nous prônons et auquel nous rêvons à ce jour. Et maintenant, en tant que femmes, nous nous sommes mobilisées surtout pendant la campagne électorale, où nous avons compris que nous devions jouer un rôle majeur, que nous ne devions pas rester en attente ou dans les gradins, mais que c'était vraiment l'opportunité pour nous de nous impliquer. Le fait pour nous d'avoir pris conscience que le président de la transition avait une foi dans les femmes, la preuve, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays que nous avons 31% de femmes au gouvernement. Donc pour nous, ça a été un indicateur du fait qu'il veut véritablement conjuguer avec les femmes. Et donc pour nous, durant la campagne, ça a été le credo de dire, écoutez mesdames, c'est le moment, la transition est en train de poser les jalons pour un septennat qui va véritablement mettre les femmes au devant de la scène. Donc nous ne devons pas nous mettre en réserve, nous devons nous mobiliser, sachant que nous sommes 51% de la population, et donc à nous
à nous seuls, en tout cas personnellement, c'était ça mon credo, c'était de dire aux femmes, à nous toutes seules, nous sommes capables de faire gagner le président de la transition pour le prochain septennat. À ajouter aux hommes et les jeunes, nous savions que nous pouvions avoir le plébiscite que nous avons vu récemment le 12 avril. Marie-Nadège Djebadji, alors PPC Ogulingende a fait le point en résumé, en des termes pertinents, la présence des femmes, le rôle joué par les femmes depuis le début de la transition. Stéphane Tandon venait d'ouvrir la brèche en ce qui concerne l'élection présidentielle, la présence des femmes sur le terrain. Donc on va s'y engouffrer, on va s'engouffrer justement dans cette brèche-là, celle de l'élection présidentielle, de la présence de la société civile, notamment du rôle joué par les femmes en tant que leader au féminin pendant cette élection présidentielle-là. Comment ça se passait sur le terrain? Sur quel champ avez-vous été présente, vous et vos nombreuses et toutes les associations qui étaient sur le terrain? Déjà, merci de me passer la parole. Ce que nous devons dire, nous, en tant que femmes de la société civile, associations et autres, c'est que nous avons commencé par une très bonne organisation depuis que la transition est apparue. La première dame avait déjà posé les jalons autour de toutes les femmes, toutes les forces vives, pour qu'elles se constituent oui, en association, en réseau d'associations. Donc c'était déjà le premier pas fort, sinon le premier mot fort donné par Madame la Première Dame. Et les choses évoluant, nous nous sommes alors tout simplement toutes mises sur le grand champ de bataille qui était celui de donner une victoire cash à notre président. Nous nous sommes organisés. Donc on va dire dans toutes les sphères, en fait, dans tous les groupes qui ont été mis en place pour cette élection, dans toutes les responsabilités qu'il fallait avoir, les femmes étaient là, bien organisées, bien constituées, en réseau, en association, et il y avait un seul objectif. L'objectif, c'était celui de donner une victoire cash à notre candidat. Et je crois que c'est ce que nous avons eu à faire, et nous continuerons à travailler pour que la suite à donner soit donnée. Alors, on va essayer d'aller un peu dans le détail justement de cette mobilisation des femmes sur le terrain pendant cette période électorale, cette campagne électorale. On sait évidemment qu'il y a trois principales séquences, on va dire, la période préélectorale, la période électorale et la période post-électorale. PPC Ngulingene, durant la période préélectorale, le rôle joué par les femmes, je vous pose la question, vous avez cette grâce aujourd'hui d'être député de la transition, le rôle que le Parlement a joué justement durant la période préélectorale et le rôle spécifique des femmes durant cette période préélectorale. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de revenir sur un bref historique. En juillet 2024, il y a eu un atelier des organismes internationaux à Sao Tomé, où on a évalué les transitions en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Et j'avais été modestement modératrice d'un des panels. Et l'expérience du Gabon avait été partagée par notre professeur Télésphore Ngomo. Et parmi toutes les transitions, le Gabon avait eu vraiment, on peut dire, la palme d'or. La palme d'or parce qu'on constatait que le chronogramme était respecté. Alors, il y a certaines personnalités qui avaient dit si vraiment elles étaient le président de la transition, ces personnalités auraient accéléré en fait le processus pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Alors, je suis vraiment d'autant plus heureuse aujourd'hui que certains avaient peut-être trouvé que c'était pas vrai ce qu'on disait, mais le fait aujourd'hui d'avoir réussi, que le président ait réussi cet exploit d'organiser ces élections dans un climat de paix, parce que je peux vous dire que nous, en tant que société civile observatrice, sans parler d'autres pays, il y a d'autres pays qui étaient en transition, mais même le jour des élections, il y a eu des violences, il y a eu des morts d'hommes. Il y a eu des enfants de 14 ans. En fait, ils ont dû recourir même à des enfants pour avoir un score. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Et je peux vous dire que c'est parce que les femmes,
dans la période préélectorale, vous avez dit le Parlement, nous avons tout simplement joué notre rôle, celui de la réforme du code électoral pour tenir compte de ce qui avait été dit au dialogue national inclusif et de préparer les conditions d'un processus apaisé, crédible et transparent. Et c'est ce qui a été fait. Pendant la période préélectorale, les femmes sont allées s'inscrire massivement. Vous savez, la particularité aussi de cette élection, c'est que les femmes étaient électrices. Hein, habituellement, les femmes étaient beaucoup plus aussi propagandistes, c'est-à-dire que vous aviez beaucoup de femmes dans les meetings et autres, alors qu'en réalité, il n'y avait peut-être qu'un tiers de femmes inscrites. Mais là, autour de la dynamique amorcée par la première dame, Madame Zita Oligingema, tout le travail qui était en train d'être fait dans l'ombre pour appeler les femmes à aller se faire inscrire, à faire en sorte que leur voix compte, à ce qu'elles puissent jouer vraiment un rôle. Et là, ça s'est manifesté pendant le scrutin. Donc, pendant la période préélectorale, il y a eu des campagnes de sensibilisation, des campagnes d'information et un accompagnement réel pour les femmes sur le plan civique, sur le plan de la citoyenneté et surtout sur les listes, pour les inscriptions sur les listes électorales. Donc, c'est aussi l'occasion de rendre un hommage mérité à la première dame, hein, comme dit la Bible, la femme sage bâtit sa maison. Donc, dans l'ombre, justement, elle était en train de mobiliser les femmes, de conscientiser les femmes pour que, aujourd'hui, nous pouvons avoir la tête haute de dire qu'effectivement, nous voulons une gouvernance inclusive parce que les femmes ne se sont pas cantonnées qu'aux AGR. Parce que souvent, lorsqu'on parle des femmes au Gabon, on voit les activités génératrices de revenus. Non, les femmes sont présentes dans toutes les sphères politiques, économiques, sociales, culturelles et autres. Et nous voulons justement qu'on nous donne la chance de pouvoir apporter vraiment une valeur ajoutée dans ce septennat. On va justement évoquer également ce point en termes d'attente. Stéphane Tandon, PPC Ogoléguédé, parlait de cette présence remarquée, très remarquée des femmes, cette fois-ci sur la liste électorale, mais surtout le jour du vote aussi, le dimanche. Et on a écouté ce témoignage du candidat Brice Clotaire Oligingema, aujourd'hui élu président de la République, le jour du vote, lorsqu'il est allé accomplir son devoir citoyen le 12 avril dernier au centre de vote de l'école publique urbaine du centre. Il avait dit aux médias qu'il avait été ce jour-là frappé d'avoir rencontré une maman, une femme de 90 ans qui s'était déplacée en chair et en os pour voter, parce que pour elle, le moment était historique et il fallait qu'elle vote ce jour-là. Ça va jusqu'à dire ou montrer justement cette mobilisation des femmes à cette élection. Oui, mobilisation qui est le véritable signe d'un engagement. Alors que nous étions en campagne et en faisant du porte-à-porte, effectivement, comme le chef de l'État, j'ai rencontré personnellement des femmes qui étaient des octogénaires, qui me demandaient juste quelle était la procédure pour pouvoir voter, sachant qu'elles vivaient avec un handicap ou qu'elles n'étaient pas, elles avaient une mobilité réduite. Et donc, juste dire à ces enfants, faites une maman, il faut faire une procuration, vous rédigez et elle va signer même avec une croix. Mais c'est pour vous dire à quel point les femmes d'âge varié étaient déterminées à dire nous avons trouvé notre candidat. Ce que nous faisions, c'était simplement de leur donner un argumentaire pour dire en 2 ans, voici les actes qu'il a posés. Nous pensons qu'en 7 ans, il est capable de faire encore plus et que nous, les femmes, nous n'allons pas juste rester des accompagnatrices. Nous avons de véritables attentes et c'est pour ça que pour nous, c'était d'abord le fait de mobiliser, d'aller aux élections, de lui garantir une victoire sans contestation aucune et par la suite dire maintenant que nous avons tenu notre partition, nous avons joué notre rôle, nous avons des attentes, nous pensons que le président peut aller encore plus loin dans ce qu'il a déjà accompli en termes d'implication des femmes dans la gestion et la gouvernance de notre pays. Donc c'est vraiment à ce niveau-là. Mais c'était des moments qui nous adressaient des bénédictions. Merci ma fille pour ce que vous faites. Soutenez cet homme parce que nous pensons que c'est lui qui va réellement poser les jalons du décollage socio-économique et politique de ce pays. Marie Nadège Edjebadi, alors
il y a la présence donc, des femmes, elles sont mobilisées, elles vont voter également massivement le 12 avril dernier. Mais sur le terrain, vous, en tant que leader d'associations féminines, donc sur le terrain, comment vous vous organisez, par exemple, pour faire la police, on va dire, pour le respect de ces dispositions contenues dans le nouveau code électoral garantissant le processus électoral transparent. Est-ce qu'il y a eu un travail qui a été fait par les associations des femmes à ce niveau-là? Oui, effectivement, qu'il y a eu un grand travail qui a été fait. Et je peux dire que toute la période de la transition et les mois avant les échéances, nous avons fait beaucoup de travail de terrain, de sensibilisation. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué, parce que pour avoir fait le terrain, moi j'étais responsable des femmes pour le compte du département de la Zadier. D'accord. Et donc j'ai vraiment côtoyé des femmes. Et ce que j'ai trouvé de très intéressant, en fait de magique si je peux dire, c'était l'adhésion de tout ce monde, en fait toutes ces femmes. Elle a parlé de tous âges. Et autre chose que je n'ai pas constaté un profit derrière, du genre des femmes qui attendent. Qui étaient intéressées. Voilà, qui étaient intéressées. Les femmes avaient une seule envie, voter pour enfin voter leur candidat. Et que ce candidat soit enfin investi président de la République. C'est pourquoi elles se sont vraiment levées comme une seule femme, on n'est pas dit comme un seul homme, comme une seule femme. Partout où je suis passée, c'était quasiment le même message qu'elle nous donnait, enfin, qu'elle nous renvoyait. Nous, on veut juste, nous, on n'a pas besoin d'argent pour parler de terrain. Nous, on n'a pas besoin d'argent, on veut juste voter notre candidat. Le 12, c'est le 12. Quel que soit l'âge, de la plus jeune, donc qui vient d'avoir ses 18 ans, à la maman d'un certain âge, comme elle le disait tout à l'heure, c'était le seul message, nous voulons voter. Maintenant, comment nous nous sommes organisés? Moi, j'étais à l'intérieur, mais nous sommes un réseau. Par exemple, là, je parle du réseau. Nous sommes un réseau de femmes. Avant de partir, nous nous sommes dit certaines choses. Il fallait qu'on fasse un maillage de la ville, un maillage du pays, on va même dire, un maillage du pays parce que nous étions partout. Objectif, zéro abstention, zéro échec. Notre président, s'il doit avoir un pourcentage, que ce soit un très bon pourcentage, nous refusons les 65%. Et ce travail, en fait, le message est tellement bien passé qu'au-delà de tout ce qu'on a vécu sur le terrain, les femmes étaient déterminées. Et vraiment ça, il faut qu'on le souligne et qu'on salue ici la bravoure de ces femmes. Elles étaient déterminées. Vous avez suivi la campagne. Il y a eu quand même quelques bruits autour des organisations, des associations. Ouais. Mais malgré cela, les femmes étaient déterminées, disaient, même si c'est fait comme ça, tout ce que nous on veut, c'est lire notre voilà. Avec ou sans argent, avec ou sans gadget, nous irons sur le terrain, nous allons élire notre candidat. Et c'est ce qui a été fait. Mais cela, je ne cesse de le dire ici, c'est parce qu'il y a eu un travail en amont. Oui. Il y a eu la sensibilisation qui a commencé depuis plusieurs mois. Et c'est ce travail-là qu'on a continué à faire au sein de différentes zones où nous étions. Et les résultats sont là, aujourd'hui probants, et nous en sommes fiers. Professeur Gouligende, sur cet épisode que Marie Nadège et Djebadi venaient de raconter, c'est vrai qu'il y a eu de petits grincements de dents par rapport à certaines associations, certaines évidemment, pas le plus grand nombre, mais la machine ne s'est pas grippée du tout, que ce soit du côté des hommes ou des femmes. En tout cas, pour ce qui est de la société civile, elle n'a pas du tout éclaté, elle est restée sereine. Qu'est-ce qui peut expliquer cette maturité? Déjà, juste pour enrichir ce que mes sœurs ont dit, moi j'ai ma maman qui a près de 100 ans. Alors pendant toute la période de la campagne, tous les matins, elle est normale, elle a fait un AVC, donc elle est sur un fauteuil roulant. Alors tous les matins, je la trouvais à la terrasse en train de dire c'est aujourd'hui le vote, c'est aujourd'hui le vote. Jusqu'au jour du vote, vraiment, c'est comme si c'était quelque chose vraiment d'extraordinaire et qu'il fallait vraiment qu'elle ne rate pas l'occasion. Et en tant que coordinatrice du RDB provincial, du RDB dans le Logo-Maritime, nous étions, le siège était au château et nous avions une maman également de près de 80 ans
qui est venu en fait nous appeler pour dire non mais qu'est-ce qui se passe, vous êtes là, vous ne venez pas nous voir, il faut venir, on veut organiser quelque chose. Moi je me souviens vraiment de ce jour de libération, j'ai marché le jour de la libération le 30 août, donc je veux encore faire la fête, il faut vraiment que j'aille voter. Alors lors de la publication, la communication des résultats officiels et tout, on a vécu un phénomène extraordinaire et les femmes, elles sont venues massivement au siège avec d'autres. Ils ont décidé de faire une marche. On s'est retrouvé avec près de 10 000 personnes, dont la moitié, c'était des femmes, même avec des bébés, qui ont marché pour saluer justement cette victoire. Donc, dans les marchés, c'était la même euphorie. Il y a eu quelque chose de spécial. Hein. Il faut quand même le reconnaître, qu'il y a une adhésion. Hein, autour de la personne du candidat président secrétaire Oligui. Donc, tous les problèmes qu'il pouvait avoir autour ne pouvaient pas remettre en question cette volonté, cette soif de faire gagner vraiment le candidat. Donc, c'est vraiment important aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler, humblement, tout en félicitant le président pour son élection. On l'a dit depuis le début, mais il faut vraiment un retour de l'ascenseur. Pas forcément pour nous, mais vraiment pour toutes ces femmes. Parce que lors de la décennie de la femme, nous avons organisé, c'est important de tirer les leçons du passé. Nous avions organisé une caravane sur l'ensemble du territoire. Nous avons été dans les coins et les recoins, recueillir les attentes, les besoins des femmes. Nous sommes revenus, nous avons rédigé un plan d'autonomisation décennale de la femme gabonaise. Et je me souviens de ces femmes qui à chaque fois disaient ne nous oubliez pas, quand vous allez partir, vous allez encore faire comme d'habitude, après vous allez disparaître. Donc, vraiment notre inquiétude c'est celle-là, parce que nous avons rassuré ces femmes que les choses ne seront plus faites comme autrefois. Parce que ce plan décennal n'a jamais eu de financement. Il n'y a pas eu de financement. Malheureusement, c'est resté là, un document bien élaboré, mais les femmes n'ont pas vécu, en fait, n'ont pas pu vivre au quotidien tout ce qui avait été mentionné, qui aurait pu changer leur vie. Donc, c'est vraiment un appel à notre président démocratiquement élu, que tous ces sourires, toutes ces joies, c'est-à-dire que lorsque vous alliez même dans un marché, les femmes arrêtaient elles voulaient en savoir plus. C'est quand, vous avez vu, par exemple, dans le Goué maritime, c'est la première fois que la place du château soit vraiment bondée d'autant de monde, vraiment, qui voulait venir voir vraiment le Messie, si on peut le dire. Donc, on peut dire que c'était notre Josué, c'est ce que je dis, jusqu'au 12, ou alors à la proclamation des résultats, c'était Josué. Mais aujourd'hui, il devient le Néhémie. Et Néhémie a eu pour mission de reconstruire la muraille. Et reconstruire la muraille Gabon, c'est vraiment un travail titanesque. Mais il faut savoir que dans l'histoire de Néhémie, il y avait aussi des opposants internes et externes, les Sambala et les Tobidja. Donc, vraiment, c'est important que le président ait ce discernement, de ne pas négliger cette femme comme il l'a fait depuis le début. C'est pour ça que les gens croient en lui. Pendant toute la campagne, il a démontré l'importance de la proximité. Durant tout son mandat, ce n'était pas un président comme les autres, c'était vraiment quelqu'un qui a toujours été près des gens. Donc vraiment, dans la gouvernance, ce serait bien de reproduire un modèle qui pourra permettre à ces femmes, où qu'elles soient, ces femmes ont bravé. Comme les femmes dans la Bible, elles étaient les premières dans les bureaux de vote, avant même l'ouverture du bureau de vote. Donc, c'est un travail à saluer et à tous les niveaux. Au niveau du Parlement, vous avez dit, c'est la première fois que dans la Constitution, dans le code électoral gabonais, on fasse allusion au genre. Jamais on n'avait tenu compte justement de l'inclusion des femmes. Aujourd'hui, nous avons justement cette inclusion, notamment dans les élections, lors des élections locales, dans les listes, 30% minimum. Mais comment atteindre cet objectif s'il n'y a pas un véritable soutien, s'il n'y a pas des mécanismes d'accompagnement? C'est là où les femmes aussi attendent notre bâtisseur en chef, pour que les femmes qui vont vouloir briguer des mandats électoraux puissent bénéficier de mécanismes spécifiques. On appelle ça les mesures discriminatoires positives, parce que les femmes sont moins représentées dans les sphères décisionnelles. Donc, il n'y a pas que dans les sphères décisionnelles, mais c'est la femme du marché, comment mettre en œuvre le projet de société dans ses détails, comment traduire en action les besoins spécifiques des femmes pour que lorsque nous allons repartir
vers la base, que nous n'ayons pas un sentiment de non-achèvement où on dira, bon, vous êtes venus nous mobiliser, nous avons rempli notre part du contrat. Voilà pourquoi les femmes leaders ont opté pour un contrat social. Dès février, nous avons demandé humblement au président de pouvoir se porter candidat et nous avions dit que nous avions ce contrat social où nous allons remplir notre part du contrat, mais il serait bon que la condition de la femme gabonaise s'améliore davantage. Il y a eu des avancées, mais il y a encore beaucoup à faire à tous les niveaux. On va revenir sur les attentes qui sont nombreuses, évidemment, qui ne concernent pas que les femmes, mais l'ensemble de la population gabonaise. Stéphanie Tandon, sur le rôle, l'élection présidentielle est désormais derrière nous. Le président de la République a repris le travail dès le lendemain de l'annonce des résultats, donc le 14 avril dernier. Nous sommes dans une période où l'architecture institutionnelle, politique est en train de se redessiner justement après cette élection présidentielle, une redistribution des cartes, on va dire. Quel est le rôle que les femmes, enfin c'est une question qui peut paraître stupide, le rôle de la femme gabonaise dans ce septennat qui est en train de s'ouvrir? Je pense que le rôle de la femme gabonaise n'est plus, la question ne se pose plus en ces termes. Je pense aujourd'hui que la question c'est quelle est la part de place qu'on va donner à la femme gabonaise. La femme gabonaise a suffisamment fait ses preuves. Nous avons eu des femmes, nous avons déjà eu une femme présidente de la République, nous avons eu des femmes ministres de l'économie. La femme gabonaise en matière d'éducation et d'instruction, je pense que nous n'avons pas besoin de faire des recherches. C'est évident que la femme gabonaise aujourd'hui est outillée. Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est que les politiques soient mises en place pour que la femme soit exactement à sa place. Que la loi des quotas, la loi 08/2016, qui parle de 30% de femmes dans les postes institutionnels du secteur public et privé, que ça soit véritablement implémenté, que ça devienne systématique. Voilà nous ce que nous attendons aujourd'hui du chef de l'État, que le fait de promouvoir des femmes ne soit pas perçu ou que le message subliminal ne soit pas comme si on nous faisait une faveur. Nous avons une place à jouer, nous avons, pour la plupart des femmes au Gabon, nous sommes des femmes intellectuelles, avec des pedigrees, avec des CV qui en disent long ce que nous sommes capables de faire. Sauf que nous voulons aujourd'hui que le président de la République, démocratiquement élu aujourd'hui, brise la chape de plomb que nous avons eue sur la tête jusqu'à ce jour. Et c'est pour ça que nous voulons, au travers des plateformes comme celle-ci, de dire au président, nous pensons que c'est le moment d'impliquer un peu plus les femmes. Nous avons soif, nous voulons en donner, nous voulons faire des choses, nous voulons réaliser des choses. Mais tant que nous sommes, je ne vais pas dire marginalisés, mais gardés dans un coin, nous n'aurons pas la possibilité de nous réaliser et d'accompagner la politique du président de la République. C'est pour ça que nous pensons que le moment est propice. Les femmes se sont engagées pour qu'ils gagnent l'élection. Aujourd'hui, les femmes ne veulent pas juste être des électrices ou des femmes qui vont juste voter. Elles ont une part à jouer. Et ce que j'apprécie dans la démarche du chef de l'État, c'est que dans les 15 engagements qui constitue son projet de société, il a posé un certain nombre de jalons. Il a parlé des crédits agricoles à taux réduit. Moi, je pense aujourd'hui, et mes sœurs ici présentes, mes mamans, nous pensons que le président peut essayer d'accorder une part spécifique aux femmes dans les crédits accordés aux femmes, les crédits agricoles à taux réduit. Donc les femmes devraient avoir une certaine primeur en termes de critères. On devrait accorder peut-être un peu plus aux femmes. Il a parlé de la santé souveraine. Beaucoup de femmes au Gabon meurent encore au moment de l'accouchement. Le taux de mortalité infantile au Gabon est encore très élevé. Donc voilà des éléments sur lesquels il a commencé à poser les jalons, mais nous voulons voir l'applicabilité de ça afin que la femme de Moulengi Binza ou la femme de Mimvoul puisse sentir que les politiques mises en place par le président élu
impacte sa vie. Et ça fait que lorsque nous repartirons vers ces femmes, elles auront le sentiment que nous avons véritablement porté le message à l'endroit et auprès du chef de l'État. Marie-Nadège Djebadi, alors on est dans cette décade 2015-2025, la décennie de la femme, qui malheureusement n'a pas pu porter ses fruits, comme l'a si bien dit, rappelé PPC Oguli-Guendé. Les attentes, elles sont nombreuses en ce qui concerne donc les femmes, c'est bien ça, selon les différents secteurs d'activité. Il y a la femme rurale, il y a la femme qui vit en milieu urbain, il y a la jeune fille mère, il y a des problèmes liés à la déscolarisation, il y a des problèmes en rapport avec la refonte du code civil. Il y a quand même des droits qui ont été renforcés ces dernières années par rapport au code civil entre l'homme et la femme, mais les attentes, elles sont toujours là parce que, en termes d'application, d'applicabilité de ces différents mécanismes-là, il y a un fossé entre ce qui est écrit et ce qui est traduit en acte. Oui, effectivement, il y a un fossé entre ce qui est écrit et ce qui est traduit en acte. Mais nous n'allons pas aussi, enfin, je veux dire, nous n'allons pas être déjà aussi rigoureuses parce que nous avons ici un président qui vient d'être élu, qui a un projet de société, et en parcourant en diagonale son projet de société, il y a quand même des éléments qui ressortent, qui rentrent dans le cadre de tous les éléments, de tout ce que vous avez soulevé. La question de l'éducation est soulevée. Comment est-ce que le cadre qu'on doit mettre en place pour les enfants difficiles, parce que je l'ai vu dans son document, comment est-ce qu'il faut faire la réinsertion de la jeune fille mère, c'est inscrit. La situation de la femme rurale ou de celle urbaine, je pense bien que le président en a parlé dans son projet de société. Ce sera maintenant les différentes personnes qui vont l'accompagner dans la réalisation de ce projet. Parce que pour que ce projet soit un projet viable, réaliste, il faut bien que le président s'entoure de bonnes personnes. Je préfère vraiment insister là-dessus, de bonnes personnes. Il peut s'entourer de personnes, mais s'il n'est pas encadré de personnes qui ont la même volonté, la même ferveur que lui à vouloir bâtir ce pays, il rencontrera à chaque fois des stimbala, il est obligé, elle l'a si bien soulevé. Nous sommes des bâtisseuses. Parce que lorsque comment on appelle, le prophète avait demandé à ce qu'on se lève pour bâtir, il avait dit, levons-nous et bâtissons. Donc, lorsque le président prend l'engagement de dire que nous sommes des bâtisseurs, je pense qu'il pèse très bien ces mots. Et nous qui sommes désormais porteurs aussi de cette vision, nous devons tout faire pour que demain, le système scolaire se porte le mieux, que la femme rurale soit bien traitée, que nous ayons le pourcentage en termes de création d'entreprises, de structures pour nos jeunes enfants soit respecté, que demain au niveau de la santé, elle en a parlé, le système de santé soit le meilleur. J'ai vu dans son projet de société qu'il avait l'intention de ce qu'on ne parte même plus se faire traiter à l'extérieur, que la santé soit désormais réglée au niveau national. Et ça, c'est possible. Mais pour qu'il y arrive, il faut qu'il ait la bonne personne, déterminée véritablement à l'accompagner, à accomplir cela. Donc demain, le ministre qui sera à la santé doit comprendre qu'il a un rôle fondamental à jouer. Parce que bâtisseur, ce n'est pas un vain mot, c'est un mot sérieux. Et donc tous les regards, tous les viseurs sont sur ce grand mot, et ce sera maintenant à chacun d'entre nous. Demain, si c'est une femme qui est à l'éducation nationale, bon, comme pour l'instant, c'est une femme qui est à l'éducation nationale. Si elle revenait, je suis sûre qu'elle va essayer de réorganiser le système de telle sorte qu'on voit réellement les réalisations en tant que bâtisseuse. Parce que là, c'est le mot qui nous pèse tous sur la tête, on va le dire comme ça. Si demain, c'est la santé, il faut bien que le ministre de la Santé, le ministre du Travail, le ministre de l'Emploi, si c'est le même ministre, le ministère, donc le ministre du Travail, le ministre de la Femme, sache qu'est-ce qu'elle doit faire pour bâtir la vie des femmes. Bon, on va dire quoi simple, je veux dire, vous n'êtes pas en train d'émettre des idées pour développer une forme de société sexiste, c'est pas ça le fond de votre discours. Non, c'est pas du tout. Mais plutôt
mais Pas plutôt du tout. renforcer davantage, enfin, intégrer Oui. davantage la femme ou bien faire en sorte qu'il y ait une réelle prise en compte des préoccupations des femmes. PPC Obuligete, vous êtes député de la transition, il y a un cadre réglementaire, législatif, vous avez fait des plaidoyers, les femmes ont fait des plaidoyers, le gouvernement a essayé d'apporter certains éléments de réponse, je parle des gouvernements précédents, mais par dose homéopathique, mais surtout c'est heurté ou n'a pas eu assez de cran pour traduire en acte toutes les réformes qui avaient été prises. Effectivement, il faut reconnaître, je pense que si le président sortant, Ali Bongo Ondimba, et son épouse peuvent avoir des bons points, c'est vraiment en termes de réforme. Vraiment, s'il y a un point sur lequel ils ont vraiment mis l'accent, c'est vraiment les réformes en matière des droits des femmes. Nous sommes sortis avec plusieurs textes en faveur des droits des femmes et le président de la transition a traduit en acte certains aspects. Déjà, comme je dis, à l'Assemblée nationale, de 15%, nous sommes passés à 25%, même si nous n'avons pas atteint les 30%. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la question de la femme aujourd'hui est perçue comme si c'était un caprice ou une revendication parmi tant d'autres. C'est une question de justice en termes de droits humains. C'est d'abord de marquer les esprits à ce niveau-là. Et pendant longtemps, moi, dans la société civile, j'étais souvent en train de dire il faut la présence des femmes dans les sphères décisionnelles parce que c'est de ça dont on parle partout dans les conférences internationales. Mais il a fallu que je sois au Parlement pour me rendre compte que le problème est plus profond que celui-là. La sphère politique dans l'esprit des hommes relève des hommes. Les femmes en réalité n'ont pas leur place là. Et c'est triste. Même c'est la perception que vous avez, c'est la réalité la réaction des hommes que vous côtoyez au Parlement, pendant la constituante, si je peux vous dire que l'article 15 a fait l'objet de débats jusqu'à la fin. Parce que les hommes considèrent que non, sous l'Ancien Régime, on a tellement donné des droits aux femmes et que cette affaire-là, c'est venu déstructurer la société. Il faut arrêter tout ça. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que c'est une question de justice sociale, c'est une question de droits humains. Et nous avons ratifié des conventions et que nous avons des textes et que c'est un potentiel vraiment inexploité. Donc le blocus masculin est là. Voilà pourquoi les femmes ont les yeux rivés sur le président, qui est vraiment l'allié. Si aujourd'hui on a pu avoir ces avancées-là, c'est parce que le président lui-même s'est impliqué in fine pour dire voilà on peut. Mais si ce sont les hommes en général, c'est tout à fait normal. Il y a des hommes qui m'ont posé la question à l'Assemblée que mais toutes les femmes que toi tu souhaites voir venir ici, elles vont prendre la place de qui? J'ai dit mais la place de certains hommes. Ils disaient qu'est-ce que cet homme va devenir? J'ai dit mais ils vont aller faire les AGR. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a une conception vraiment, et ça, ce serait vraiment dommage que lors de ce septennat, nous revivions les mêmes choses. C'est important de comprendre que la femme et l'homme ont les mêmes droits et doivent avoir accès aux mêmes opportunités. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Voilà pourquoi lors du dialogue national inclusif, nous avons eu près de 40 recommandations favorables aux femmes, dont la création du Conseil national de la femme. Il faut qu'il y ait une institution qui fédère d'abord toutes les femmes, quelles que soient leurs origines, et qui permettent d'être un interlocuteur institutionnel. Parce que pour le moment, la société civile s'exprime, les femmes politiques, on a l'impression que c'est un peu des petits caprices. Bon, Madame Oguligine, elle aime trop parler, Madame Stéphanie Tendon, qu'est-ce qu'elle cherche? Madame, non. C'est vraiment... Qu'est-ce que ce conseil-là pourrait apporter? Quelle serait la valeur ajoutée? La valeur ajoutée, déjà, on avait prévu 2 organes clés. Celui de la maison de la femme, qui serait une structure, un centre de renforcement des capacités, parce que le monde politique ou la gouvernance nécessite aussi des outils spécifiques, voilà, et pour préparer, former les femmes avec des programmes de mentorat et un observatoire pour s'assurer que les textes et tout ça en faveur des femmes sont appliqués. Donc c'est important. Vous verrez que
quelle que soit l'institution, quel que soit le processus, on va toujours inviter, comme on invite les institutions, Conseil économique et social, Conseil national de la jeunesse, on invitera systématiquement une ou deux femmes et on saura que ces femmes-là vont porter la voix des femmes. Nous avons des besoins spécifiques. Vous l'avez dit tout à l'heure, dans le domaine de la santé, nous avons vu le projet de société du président qui prend en compte les femmes, mais il faut affiner cela. La question des familles monoparentales, c'est un problème pour la société. Ces femmes, 80% des familles monoparentales sont dirigées par des femmes. Et la plupart des enfants de la rue sont issus de ces familles parce qu'il n'y a pas de mécanisme. Dans d'autres pays, il y a des assistants sociaux qui accompagnent vraiment ces familles-là. Il y a un dispositif de protection sociale spécifique en termes d'allocation. La question des allocations familiales, avec 5 000 francs, on ne peut pas prendre en charge un enfant. Il faut revaloriser tout ça. La question des garderies, comment aujourd'hui les femmes sont confrontées à des réalités. Elles ne savent pas à qui confier leurs enfants. Pourquoi ne pas créer des mini-garderies? Non seulement en termes d'emploi, ce serait une création d'emploi, mais les mamans aussi seraient rassurées de ce que leurs enfants soient dans de bonnes conditions de garderie. Donc les mini-garderies, il y a plusieurs projets. La société civile, je pense qu'un des piliers, même aux États-Unis, la société civile, c'est plus de 10% d'emplois. Il ne faut plus qu'on voit la société civile comme des groupes de personnes qui s'ennuient, qui n'ont rien à faire. Non. Même en Chine, la société civile est mise à contribution pour la lutte contre la pauvreté. Il y a un bureau de la société civile au sein de la primature. Et c'est cette société civile qui travaille dans le cadre du développement communautaire. Donc, ces organisations reçoivent des subventions avec des cahiers de charges clairs, avec un système de redevabilité parce que c'est l'argent du contribuable. Et ces organisations travaillent là où l'État ne peut pas aller. Vous avez des associations qui travaillent par exemple dans la lutte contre le sida. Il y a des organisations qui font des visites à domicile. Ça, ne demandez pas ça à un agent public. Donc le financement de la société civile tel que prévu dans l'article 7 de la Constitution, qui devient un acteur majeur de la démocratie participative et même du développement communautaire, pourrait bénéficier. Et là, nous avons de nombreuses femmes qui sont à la tête des organisations. Nous aurons vraiment fait œuvre utile. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà pourquoi ce conseil pourrait permettre de progressivement évoluer vers la parité. Parce que le dialogue national, on avait déjà obtenu le quota de 40%. Ça a été lu à la présidence, toutes les femmes ont acclamé. L'idée, c'est qu'à la fin du septennat, qu'on se retrouve au niveau de la parité, on aura réalisé qu'effectivement, nous aurons fait le bon qualitatif. Et le bon qualitatif sera davantage traduit en acte, Stéphanette Andong, quand on aura traduit en acte là aussi cette disposition dont venait de parler Pépétie Ogulingende, contenue dans la nouvelle constitution de la République qui reconnaît désormais la société civile comme un des segments essentiels, importants de notre société. Donc il ne faut pas que ça reste lettre morte, il faut la volonté politique, c'est ça? Oui, c'est la volonté politique qui va permettre de traduire tout cela en actes et que cela parte juste des écrits à des actions qui ont un impact dans la vie des Gabonais au quotidien. Donc, comme elle l'a si bien dit, je pense que je ne le dirais pas mieux, c'est que la société civile a son rôle à jouer et la société civile est partenaire du gouvernement. Donc ça doit être valorisé. Mais je voudrais peut-être revenir sur quelque chose qui est un problème parce que les perceptions peuvent devenir des convictions. Dans le fait qu'on ait le sentiment que la cause de la femme, c'est un caprice ou du sexisme. Non, c'est pas du tout cela. Dans tout ce qui est hygiène, sécurité, environnement, lorsqu'il faut procéder au secourisme ou des choses comme ça, on va d'abord dire les femmes et les enfants d'abord. Pourquoi on le dit? C'est simplement à cause de la vulnérabilité des femmes et des enfants. Okay? Donc c'est vraiment dans ce contexte-là qu'il faut percevoir la cause ou le fait que nous parlions avec recrudescence de la condition ou de la situation de la femme. Ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas de difficultés. Ça veut simplement dire que les hommes étant au cœur du dispositif du pouvoir, se sont arrogés un certain nombre de droits, à juste titre, on peut comprendre, hein? Voilà, mais ce que nous demandons aujourd'hui, c'est d'être
des partenaires dans la construction, dans le fait de bâtir notre pays. Et nous pensons aujourd'hui que nous sommes arrivés à point nommé à cela. Je voudrais simplement rappeler ici, toujours dans les engagements que le président nous a présentés dans son programme, il a parlé du logement accessible, qui est une très bonne chose. Nous avons un gros problème de logement dans notre pays, mais encore là, nous pensons que la femme doit avoir une place de choix. L'honorable Pépécy l'a dit, 39% des familles au Gabon sont monoparentales, 80% de ces familles sont dirigées par les femmes. Et donc, dans le processus du logement accessible, on devrait accommoder un peu plus ces femmes-là qui sont pères et mères, qui ont des revenus très faibles et qui ont des enfants à charge. Donc, on ne peut pas tout à fait loger un papa qui est papa solo ou qui n'a pas d'enfant du tout, parce que en général, les enfants sont avec les mamans. On ne pourra pas les traiter. Ce n'est pas juste. Quand on parle de justice, c'est de cela qu'on parle. Beaucoup d'entre elles sont sans emploi. Et donc, il faut tenir compte de tous ces paramètres. Donc, lorsque nous parlons de cela, ce n'est pas le fait de marginaliser les hommes, c'est simplement pour faire une sorte de discrimination positive. C'est-à-dire que les femmes, j'ai été élevée par une mère célibataire, donc je sais de quoi je parle. Ensuite, il y a le fait que le président a également parlé des centres de redressement. Les centres de redressement pour tendre la main aux jeunes, ce qui est une idée impeccable. C'est dans l'applicabilité qu'on verra les répercussions. Mais même lorsqu'on parle du redressement, des centres de redressement, ça s'adresse aux jeunes. Mais il y a le jeune garçon et la jeune fille. Généralement, les jeunes filles souffrent de deux choses. Le décrochage scolaire comme les garçons, mais aussi de la maternité précoce. Donc, elle a déjà un enfant. Le petit garçon, généralement, c'est pas moi le père, tu as certainement quelqu'un d'autre. Donc, il se désengage. Donc, la fille se retrouve avec deux challenges. Le fait qu'elle ait abandonné des études parce qu'elle est tombée enceinte et que les parents n'ont peut-être plus les moyens et qu'elle ait un enfant à charge. Donc vous comprenez qu'en termes de prise en charge, on ne peut pas tout à fait les traiter à la même enseigne. C'est cela notre combat. Ce n'est vraiment pas un combat où nous pensons qu'il faut faire du sexisme. C'est simplement la vulnérabilité. Le niveau de vulnérabilité des femmes fait qu'elles doivent être prises en compte de façon spécifique. Alors, on va faire un dernier tour de table, parce que le temps qui doit être imparti est arrivé quasiment à son terme. Marie-Nadège et Djebadi. Alors, les attentes, elles sont nombreuses. Le rôle que les femmes veulent jouer dans ce septennat 2025-2032 est un rôle important, évidemment, dans toutes les sphères au sein de la société. Vous êtes sur le terrain depuis plusieurs années. Vous avez élaboré plusieurs plaidoyers. La question, elle est à toutes les trois, mais on va commencer par Marie-Nadège et Djebadi. Jusqu'où vous êtes prêtes à aller aujourd'hui, les femmes, justement pour emmener les gouvernants à pouvoir réellement prendre en compte vos préoccupations? Est-ce que vous êtes prête à vous mobiliser davantage, à mener des actions civiques citoyennes sur le terrain, des actions même de revendication, au-delà de la sensibilisation? Est-ce qu'on le voit dans notre société? On voit les femmes mener parfois des opérations coup de poing dans des assemblées nationales, dans des sièges de partis politiques, sur les places publiques, etc. Jusqu'où les femmes au Gabon, la femme gabonaise est prête à aller? Merci. La femme gabonaise est prête à aller jusqu'à ce que le plaidoyer soit exécuté. Ce que nous faisons aujourd'hui doit faire école, et pour nous déjà, et pour tous les autres. La femme gabonaise n'est plus prête à se laisser entraîner. Parce que hier, c'est bien de reproches qu'on nous a fait, la femme gabonaise. Nous sommes toujours dans le mouvement, nous aimons danser, nous aimons. Mais aujourd'hui, la femme gabonaise a compris que la danse, c'était hier. Voilà. Et aujourd'hui, nous voulons construire, nous voulons bâtir. Voilà pourquoi nous sommes là. Non, nous ne sommes pas prêts à détruire ce qu'on a déjà, nous ne sommes pas prêts à détruire ce qu'on a déjà, mais plutôt à renforcer. Voilà ce qui est avec toutes les actions que nous proposons. Nous venons ici pour présenter un cadre. Elle a si bien dit, nous avons mis en place un cadre dans lequel les femmes vont davantage travailler. Premièrement, poursuivre ce qui va se faire.
Deuxièmement, certainement pour intégrer aussi ces milieux, peut-être pour mieux comprendre et mieux travailler. Et troisièmement, pour amener à réalisation tout ce qui nous a été promis. Donc, c'est ce que moi je peux dire par rapport à cela. Mais ce que je voudrais ajouter, peut-être que je n'aurai plus la parole, bien sûr, c'est de dire à notre champion, notre président désormais, que toutes les fois il aura du poids sur ses épaules, qu'il se souvienne de trois choses. La première, c'est le geste qu'il a eu à faire lorsque on a déclaré, la première fois qu'on a déclaré au siège du bâtisseur. Il a fléchi ses genoux au sol et il a regardé vers le ciel. C'est la première chose qu'il doit faire. C'est-à-dire qu'il a recours à Dieu. C'est lui qui a investi cet homme de ce pouvoir. Et la deuxième chose, c'est qu'il doit toujours regarder à son peuple. Ce peuple qui a voté pour lui massivement. C'est-à-dire, le peuple a dit, nous, c'est lui. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, c'est lui, l'autre candidat. Donc, toutes les fois qu'il aura le poids sur ses épaules, qu'il pense à ce peuple, qu'il regarde le peuple. Et la troisième chose, c'est qu'il tienne la main des femmes. Qu'il tienne la main des femmes, toutes les fois qu'il sera fatigué, qu'il prenne les femmes pour davantage le soutenir dans ce qu'il fait. Parce que les femmes parlent avec le cœur. Et lorsqu'elles sont engagées, elles sont vraiment engagées. Donc, c'est ce que je voudrais dire en guise de... D'accord. Merci. Juste dire que, comme on l'a dit depuis le début, c'est important pour le président de mettre en priorité l'humain dans son septennat. Et la question du changement de mentalité doit être la priorité. Parce que je vais vous faire une confidence très rapidement. Moi, j'ai été choquée en tant que coordinatrice du RDB de voir des mouvements qui appartiennent à des hautes personnalités de ce pays, qui ont même reçu de l'argent, venir demander le frein électoral. Il y a un problème, il y a un problème. On ne peut pas être proche du président et prétendre l'accompagner et venir demander le frein électoral au même titre que l'association du quartier. C'est qu'il y a vraiment un problème. Donc vraiment que l'Éternel le dote vraiment du discernement et qu'il ne néglige pas ces personnes qu'on considère comme des petites personnes, des personnes sans intérêt, dont les femmes, comme a dit, que les femmes, qu'ils tiennent la main des femmes. Parce que les femmes, elles se tiennent à la brèche. Il y a des femmes qui jeûnent, il y a des femmes qui prient, il y a des femmes qui œuvrent dans la proximité. Et nous souhaiterions, durant ce septennat, que la condition réelle de la femme puisse changer. Et nous espérons ne pas avoir recours à des plaidoyers de haut niveau parce que nous avons l'opportunité d'avoir un président qui fait preuve d'écoute active. Et nous sommes dans des réseaux internationaux. Vous ne pouvez pas imaginer lorsque l'une d'entre nous a été soit nommée ou désignée dans une commission, comment les autres à l'international nous ont écrit pour dire vous avez la chance d'avoir un président qui écoute, vous avez la chance d'avoir un président qui associe tout le monde. Donc nous souhaiterions qu'il continue dans cette lancée-là, qu'il ne considère pas qu'au Gabon, il y a des voix autorisées ou des Gabonais qui sont plus importants que d'autres, qu'il continue de diriger le pays avec cette vision d'humilité, mais surtout la question de l'humain. Le Gabonais nouveau, nous avons besoin, pas des nouveaux Gabonais parce qu'il s'agit de nous tous, mais du Gabonais nouveau qui pourra être capable de lui permettre de traduire en acte ce projet de société. Tirer les enseignements du régime passé, le plan stratégique Gabon émergent, c'était un très beau projet de société. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes qui ont été mis à contribution, pour la plupart, ont préféré s'enrichir et jeter... Oui, à grande tâche. Mais il y avait davantage d'hommes avec petite tâche. Vous savez, les femmes, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais toujours est-il que pour celles qui étaient promues, elles en ont vu aussi des vertes et des pas mûres. Donc nous souhaiterions ne pas avoir recours à autant de plaidoyers, que nous ayons cette écoute active, cette reconnaissance du rôle qu'on peut jouer, qu'on nous accorde vraiment le bénéfice du doute. Et nous également, nous accordons le bénéfice du doute à notre président. Mais si nous nous rendons compte qu'effectivement, les choses ne se passent pas bien pour les femmes, nous aurons cette obligation. Et je peux vous dire que nous avons des plateformes telles que change.org
il suffit de balancer une pétition pour que mondialement, on se rende compte qu'effectivement, la condition des femmes au Gabon n'est pas satisfaite. Donc, nous comptons également sur la Première Dame comme alliée pour rappeler le rôle que les femmes peuvent jouer et surtout ce que nous pouvons apporter. Nous avons mis en place un cadre, d'abord aussi de renforcement des capacités pour nous-mêmes parce que les défis et les challenges sont vraiment importants et nous devons aussi être prêtes pour aller challenger dans ces eaux troubles où les hommes ont déjà pris possession. Merci, Pépé Ogoulinguende. Votre conclusion, Stéphane Tandon? Je pense qu'elles ont déjà bien... Bon, mais rapidement. En fait, ce que je veux dire, s'il y a une chose dont personnellement je suis certaine, c'est que le président de la République a la volonté de faire. Et pour plusieurs, en tout cas nous au sein de notre parti, nous avons la conviction qu'il veut faire. Et c'est sur cette conviction-là que nous sommes engagés. Okay? Maintenant, en tant que femme, la plupart des femmes lui accordent jusqu'à cet instant et jusqu'à ce qu'il commence son magistère, c'est le crédit de la bonne intention. Le fait qu'il veuille vraiment appliquer un certain nombre de choses. Mais nous le tenons au mot. Okay? Nous allons lui rappeler ses promesses. Comme une femme qui rappelle, chérie, tu avais promis de m'épouser, ça fait 15 ans. Nous allons lui rappeler, monsieur le président, voilà ce que vous nous disiez en 2024, voilà ce que vous nous avez dit début 2025, avant le 12 avril. Et nous, aujourd'hui, nous attendons de voir. S'il y a une chose que personnellement, je détecte chez lui, c'est cette capacité à simplifier parfois les choses complexes. Et ça fait partie du pragmatisme qu'il incarne fondamentalement. Et donc, pour nous, nous voulons qu'il simplifie les choses complexes en faisant comme il est déjà en train de faire les choses simplement. Mais s'il ne les fait pas, nous allons chanter, nous allons crier, nous allons faire des plaidoyers. En tout cas, nous utiliserons tous les moyens nécessaires pour lui rappeler qu'un chef tient ses promesses. Voilà ce sur quoi je peux clore mon propos. Merci Stéphanette Andon, merci. Vous êtes vice-présidente du Parti Gabon Nouveau. Merci également à vous, Marie-Nadège Edjebadi, présidente du RENAFLAG. Merci à Pépé Ogoulinguende, députée de la transition et coordinatrice de la plateforme Challenge Démocratie au féminin. Merci d'avoir regardé Ligne de Mire de ce jour. Je vous souhaite de passer une bonne suite des programmes sur Télé Africa.